Bonsoir à tous et à toutes. Merci beaucoup d'être venus ce soir nombreux pour cette soirée. Donc cette soirée qui est organisée par le groupe thématique Conditions animales de la France insoumise, avec ce soir deux invités qui auront donc des témoignages extrêmement intéressants et d'importance. Donc Bastien Lachaud, donc député de la France insoumise, et Mauricio Garcia Pereira, lanceur d'alerte de l'abattoir de Limoges. Alors je laisserai mes camarades vous présenter plus précisément ce qu'est notre groupe, en quoi il consiste et ce qu'on y fait et quels sont nos objectifs à plus ou moins long terme, et également vous présenter un peu plus précisément nos deux invités. Voilà. Cette soirée, donc cette réunion publique est sur le thème conditions animales et justice sociale vers un nouvel humanisme. Donc conditions animales. Donc je voudrais simplement vous inviter à réfléchir juste une seconde sur une phrase. Cette phrase, c'est éradiquer la maltraitance envers les animaux. Éradiquer la maltraitance envers les animaux, c'est une proposition du programme de la France insoumise, l'avenir en commun. Et cet avenir en commun, ce monde en commun que l'on voudrait, il nécessite de tenir compte à la fois du sort des humains, de la nature et des animaux. Voilà, donc je vais laisser la parole à mes camarades. Bonsoir. Donc nous tous là, nous sommes le groupe donc de travail sur la question de la condition animale de la France insoumise à Toulouse. Et donc, pardon. Et en fait, nous sommes donc un groupe de militants insoumis qui avons eu envie de travailler justement la question de la condition animale donc au sein de notre mouvement, puisque donc notre programme, l'avenir en commun, fait 4 propositions qui vont dans ce sens. Donc éradiquer la maltraitance envers les animaux, comme le disait Galia à l'instant, mais aussi interdire toutes les fermes-usines, interdire le chalutage en eau profonde et diminuer la consommation de protéines d'origine carnée en faveur donc des protéines d'origine végétale. Donc nous travaillons à l'organisation d'événements, de soirées comme celle-ci. Il y a eu aussi une projection de film il y a quelques semaines, le film Cowspiracy avec débat derrière. Et puis nous travaillons aussi à la rédaction de fiches thématiques et puis d'autres supports programmatiques ou de communication. La question quand on entend la question de conditions animales, en politique, on la pense souvent comme une question isolée, comme une question qui entraîne un peu de sensiblerie, ou bien qui serait un peu l'apanage, le combat des végétariens avant tout. Et en fait, c'est vraiment pas du tout ça. C'est une question qui est éminemment transversale, c'est-à-dire qu'elle traverse absolument toutes les luttes que nous menons tous. Bien sûr, si on parle de conditions animales, on pense avant tout à une question éthique, puisqu'il s'agit de réfléchir à nos interactions, nous, êtres humains, avec d'autres êtres vivants sensibles, et en l'occurrence au traitement, voire aux souffrances que nous leur faisons. Mais c'est aussi une question très écologique. Je pense qu'on a tous en tête les conséquences désastreuses de l'élevage intensif sur l'environnement d'une manière générale, sur la nappe phréatique en particulier. On peut penser à l'état catastrophique de la Bretagne à cause des élevages porcins. Mais aussi, c'est peut-être moins connu, parce que l'élevage est la première cause de déforestation dans le monde. La première raison pour laquelle on coupe des arbres dans le monde, c'est pour avoir plus de surface de pâturage ou alors de culture de céréales à destination des animaux. Mais parler de la condition animale, c'est aussi parler de notre santé. Si on pense à la maladie de la vache folle, la grippe aviaire, tout ça est tout simplement dû à la façon dont on élève les animaux aujourd'hui. De la même manière, maintenant les scientifiques l'ont démontré, l'élevage a un rôle prépondérant dans l'augmentation de la résistance bactérienne. Vous savez, le fait que aujourd'hui les bactéries sont de plus en plus résistantes aux antibiotiques, ce qui est quand même une menace pour notre santé à tous. Enfin,
parler de la condition animale, c'est parler de la condition sociale de tous les travailleurs qui sont dans ce secteur. On pense bien sûr aux éleveurs, mais aussi aux travailleurs en abattoir. Tout ce monde qui est complètement broyé par ce système d'élevage intensif et complètement productiviste et complètement fou, qui semble malheureusement être le seul horizon de nos gouvernements actuels. On a eu la preuve encore ce week-end avec les débats à l'Assemblée nationale, dont nous allons, je pense, entendre parler. Voilà, pour toutes ces raisons, nous sommes très heureux de pouvoir vous proposer donc cette soirée ce soir, cette soirée de débat qui illustre tout à fait la transversalité dont je parlais à l'instant, puisque nous allons donc y parler de conditions animales et de justice sociale. Donc, merci à tous et à toutes d'être venus. Donc, je vous présente rapidement mes camarades. On n'est pas tous au complet ce soir. Donc, Galia, Rachel, Sylvie, Laurence, Mathias, Aurélien, moi c'est Carole, Alexia et Anne. Voilà. Et pour les personnes qui sont intéressées pour nous rejoindre, évidemment, n'hésitez pas. Juste rajouter que cette question animale, c'est en rien une question de choix personnel, ni de goût personnel, ni même de sensibilité personnelle, parce qu'on se base sur des faits, sur ce que l'humanité fait aux autres animaux, puisque nous en sommes aussi. Ce qu'on leur fait, on le connaît. Ça se passe dans les élevages, dans les abattoirs, dans les laboratoires de vivisection, dans les fermes à fourrure, à la chasse, à la corrida, dans les cirques avec animaux, dans les animaleries, etc. Malheureusement, c'est divers et varié et ça concerne un nombre de victimes assez incommensurable. C'est pour eux qu'on est là aujourd'hui. Ce sont des individus sensibles et conscients comme nous, on partage avec eux l'ensemble des ressentis fondamentaux de la vie, le plaisir, la souffrance, les liens avec nos congénères, etc. Et ça fait d'eux des individus, et j'ai même envie de dire des personnes. C'est pour ça que c'est une question sociétale et politique, qui consiste à se préoccuper des plus vulnérables et des plus fragiles d'entre nous dans cette communauté du vivant sensible, comme l'avait dit Jean-Luc Mélenchon dans l'élection présidentielle. Et les intérêts fondamentaux, on peut les résumer tout simplement dans l'intérêt à continuer à vivre, à ne pas être martyrisé et à être libre. Et ça, on le partage avec eux. Donc, on a donc le très grand plaisir de recevoir Bastien Lachaud, député de Seine-Saint-Denis pour la France Insoumise. Bastien Lachaud fait partie du groupe d'études sur la condition animale de l'Assemblée nationale, groupe thématique transpartisan, dont il nous parlera de son travail dans ce groupe et au sein du groupe France Insoumise. On le remercie d'avoir été présent dimanche soir dernier à l'Assemblée nationale lors du vote des lois sur l'agriculture et l'alimentation. Il y avait que une soixantaine de députés dans l'hémicycle ce soir-là quand ils ont débattu et voté les lois concernant la souffrance des animaux. Voilà, donc on le remercie d'avoir été là. Il nous parlera de cette soirée épique de l'intérieur et pour l'avoir regardée de l'extérieur assez stupéfiante. Et on a aussi le très grand plaisir de recevoir Mauricio Garcia Pereira, qui a travaillé pendant 7 ans à l'abattoir de Limoges, qui est le plus gros abattoir de France. C'est pas le seul employé d'abattoir à avoir témoigné, mais c'est le premier à l'avoir fait à visage découvert. Et quand on connaît le milieu, c'est quelque chose de très courageux. Et il continue son témoignage par un livre qui s'appelle Ma vie toute crue et qui est en vente ici ce soir si vous le souhaitez. Je précise qu'il est à Toulouse aujourd'hui dans le cadre de la marche pour la fermeture des abattoirs qui a lieu demain et à laquelle il va participer ainsi que Bastien Lachaud. Donc on laisse la parole à Mauricio, puis ensuite à Bastien Lachaud et ensuite on prendra vos questions. Donc si tu peux nous dire comment tu en es venu à travailler dans un abattoir, ce que tu y faisais exactement et pourquoi tu as souhaité témoigner. Merci. Merci à tous. Merci beaucoup, messieurs, dames. Merci à monsieur Lachaud d'être là parmi nous. Et merci à la France Insoumise, merci à L214. Et pourquoi j'ai dénoncé les horreurs de l'abattoir? C'était clair. Ils m'ont pas c'est eux qui m'ont pas laissé le choix, quoi.
Et, et ce monde-là, c'est un monde... S'il vous plaît. Et ce monde-là, c'est un monde trop fermé. Et tout le monde connaît bien la région Limousine, elle se vante de sa qualité de la race Limousine, ils se vantent, ils font des concours des vaches, des génisses, des bœufs, des veaux, des taureaux, partout en France, voire dans tout le monde. Et quand vous voyez que l'abattoir de Limoges, comment on peut tuer une vache pleine, quoi? Moi, c'est ça que moi, depuis le début, je le dis, je le répète. Et hier même, j'étais avec un ancien de mes collègues, il travaille toujours là-bas, et il m'a confirmé qu'il continue à tuer des vaches pleines. Il continue à tuer des vaches qui vont être mamans. La majorité, pour la première fois même, ils sont inséminés artificiellement pour, après, les condamner à une morte atroce et leur fœtus considéré pour le service vétérinaire comme un déchet. Un fœtus, un petit veau qui est au point de naître, il manque que quelques heures, quelques jours peut-être. Il est considéré comme un déchet. Il est balancé dans les ordures. Et après, ils vont se vanter. On a des super belles vaches, on fait des super belles concours, et on est connu au niveau mondial. Et voilà. Et moi, voilà, moi, si j'ai fait ça, je crois que c'est la faute à eux. C'est eux qui sont provoqués cette situation-là. Et puis après, il y a les méthodes. Aujourd'hui, l'abattoir de Limoges, c'est un abattoir qui a plus de 50 ans. Les installations, ils sont obsolètes. Et les travaux qu'ils font là-bas, c'est rien. C'est des petits travaux pour cacher la misère. Et ils vont toujours chercher à faire des machines ou des outils pour pas pour améliorer la qualité de travail de l'ouvrier, sinon pour augmenter les cadences. Tenir vont vers les cadences, c'est ça qui compte pour eux. Et quand vous voyez qu'on arrive à tuer 35 vaches à l'heure, par heure, vous savez moins de 1 minute 30 pour chaque animal. Le premier, il n'est même pas étourdi, qu'on est déjà en train de saigner 12 autres derrière. La productivité. Les grossistes qui demandent de plus en plus. Les grossistes c'est eux qui gèrent tout ça. Parce que si on pose la question, pourquoi on tue des vaches pleines? Pas une. Parce que c'est une un jour, c'est un accident, le vétérinaire il l'a pas vu, le leveur il s'est pas rendu compte, il s'est trompé avec. Mais c'est pas une, c'est des dizaines par jour. Ils le font exprès. C'est prémédité. C'est tout calculé. On pose la question, pourquoi vous faites ça? Et qu'est-ce qu'on vous répond? Il n'y a aucune loi qui l'interdit. Ah, d'accord. C'est ça votre réponse. Mais on y va alors, encore un peu plus loin dans cette question. Moi, à force de me retordre la cervelle, moi, je crois que j'ai trouvé pourquoi. C'est quoi le motif? Pourquoi on tue des vaches pleines tous les jours? Oui, une, c'est sûr. Il n'y a aucune loi qui l'interdit. Ça, on est d'accord, on est tous d'accord, ça, on a tout compris. Et... Mais surtout, moi, c'est qui paye
C'est qui paye à l'éleveur pour tuer les vaches? C'est qui achète les vaches? C'est pas l'éleveur qui envoie c'est pas l'éleveur qui envoie les vaches à l'abattoir. C'est les grossistes. C'est les grossistes qui, eux, ils vont à la ferme. Ils vont acheter les vaches, ils vont amener ces camions, ils vont amener tous les camions et tous ces camions pleins de bêtes à l'abattoir. Après, nous, on fait notre boulot et eux, ils vont récupérer les carcasses dans les frigos pour après envoyer des tonnes et des tonnes et des tonnes et des tonnes et des camions, et plus de camions encore, partout en France et partout en Europe. Alors, on est d'accord, il y a beaucoup de milliers d'euros en jeu. Et alors, pourquoi on tue des vaches gestantes? Moi, je crois savoir pourquoi. Parce que comme ça, eux, ils calculent, ils savent les naissances des veaux qu'il va avoir dans 6 mois, par exemple, ou dans 9 mois. Si un fermier, il a une quarantaine de vaches, et donc une vingtaine sont pleines, le grossiste, il va arriver, il va prendre les 20 vaches qui ne sont pas pleines, plus 5 ou 10 qui sont pleines. Comme ça, il sait, il calcule les naissances dans 6 mois ou dans 9 mois. Comme ça, il sait combien de veaux il va avoir dans 6 mois. S'il y en a trop de veaux, s'il y en a trop de naissances, ça c'est plus de travail pour l'éleveur, plus de taxes, plus de tout, les services vétérinaires, il faut payer, tout ça, c'est plus de travail. Et en plus, on a trop de naissances et le grossiste, il est obligé de baisser le prix au kilo de veau. Trop de veaux, pour le vendre, il faut baisser le prix. Et de veaux, on peut garder le prix, et comme ça, je contrôle le prix du marché. C'est la loi de offre et demande, tout simplement. Après, l'éleveur, à la place de 20 vaches pleines, je garde 15 ou 10. J'ai l'argent tout de suite des vaches pleines qui partent à l'abattoir. Et comme ça, à moi, ça m'économise aussi élever 5 veaux de plus ou 10 veaux de plus, que ça va coûter de l'argent. Et voilà, plus d'efforts, plus de travail et moins d'argent. C'est logique. Hein. Pour moi, c'est ça la recette. Pour moi, c'est ça qu'ils font. Le service vétérinaire, moi, si j'étais vétérinaire, eux, par contre, moi, si j'étais vétérinaire, si j'ai fait 5 ans d'études, plus 2 pour le master, d'accord? Moi, je jure sur l'honneur que je vais sauver les vies, comme un médecin. Mais nom de Dieu. Eux, aujourd'hui, il n'y a aucune loi qui interdit l'abattage des vaches gestantes. Mais eux, ils peuvent le faire. C'est le seul, en toute la France, qui peut interdire l'abattage d'une vache gestante, s'il le veut. Moi, vétérinaire qui je suis, la vache, elle est pleine, on ne la tue pas. Vous faites demi-tour avec la vache, rentre là. Mais eux, pourquoi ils ne le font pas? Parce que le grossiste, il amène 5 vaches. Et de 5 vaches, il y en a 10 pleines. Et on dit, on va tuer 90, mais les 10 qui sont pleines, on ne les tue pas. Mais le grossiste qui dit, attends, il faut que j'amène mes 10 vaches pleines à un autre abattoir. Alors j'amène mes 5 vaches à un autre abattoir. Ainsi, comme ça, l'abattoir, il perd tout. Il perd un gros client. L'abattoir, comme c'est le dernier à dire son dernier mot, la loi dit rien, le service vétérinaire dit rien, le grossiste dit rien, l'éleveur dit rien. Allez, on y va, on tue. On ne se pose même pas la question. L'état d'âme, dans la voiture, ou à la maison, ou dans la poche. Il n'y a pas d'état d'âme ici. On ne réfléchit pas. On fait ce qu'on nous dit de faire. Point basta, c'est tout. Alors, comment je peux fermer ma gueule là-dedans? Comment on peut cacher ça au consommateur? Comment on peut cacher ça à la France? En 2018, c'était en 2016, mais comment hier, j'étais avec un collègue. Il continue à le faire. Il continue la cadence. Il continue l'abattage des vaches gestantes. Ça, c'est le populaire d'hier. Le populaire d'hier. D'accord? À Limoges. Première page.
Voilà, on revient sur le s'abattoir. Moi, je voudrais bien vous lire. Bon, on parle aussi un petit peu de moi. Merci. Mais surtout, un chiffre. Un chiffre. 23 500, c'est une tonne la quantité de bétail abattu dans les abattoirs municipaux de Limoges, les plus grands abattoirs publics de France. Un chiffre légèrement en baisse par rapport à 2016. En 2016, 25 400 tonnes. En 2017, 23 500 tonnes. Il y a presque 2000 tonnes de différence. Merci Mauricio. Je ne sais pas si c'est à cause de moi, mais... Alors, voilà. En un an, ils sont déjà descendus de 2000 tonnes. De 2000 tonnes. Et ce n'est pas fini. Moi, j'espère continuer. J'espère que la consommation d'animaux, de viande baisse, que le nombre d'animaux qu'on tue chaque jour, il baisse. Et si un jour on arrête tout, on arrête de tuer carrément, et si un jour on peut fermer tous les abattoirs et que la population soit heureuse, allez-y, messieurs, dames. Moi, je suis pour. Bon, voilà, je crois que j'ai plus grand chose à dire, quoi. Je ne sais pas. Je peux passer la parole à Monsieur Lachaud. Merci. Merci beaucoup pour ce témoignage, parce que ça montre une chose certaine qui a été dite au début, qu'il faut réaffirmer. Si on parle de la condition animale, ce n'est pas par sensiblerie ou par sensiblerie ou par cet amour des animaux uniquement. C'est qu'il y a derrière ça toute une conception de la société. Il y a une conception de la société capitaliste, comme vous avez parfaitement décrite, et il y a une conception de la société généralement, parce que la manière dont on traite les animaux, ça implique également la société dans laquelle on vit. Cette question, elle est pas récente. C'est une question qui traverse l'histoire depuis bien longtemps. Si on prend les sociétés de l'Antiquité, quand les animaux étaient abattus rituellement pour les sacrifices aux dieux, tout était codifié, tout était ritualisé, tout était sanctuarisé d'une certaine manière. Mais quand il s'agissait d'abattre un animal pour le manger, pour se nourrir, là, il n'y avait jamais aucun débat. Il n'y a jamais eu aucun débat parce que cela ne faisait pas question. Après, il y a toujours eu quelques philosophes, quelques fortes têtes qui ont pensé le contraire. C'était leur conception philosophique qui impliquait cette modification du mode de pensée. On peut citer Pythagore au VIe siècle, qui, en raison de sa théorie de métempsychose, c'est-à-dire l'immortalité de l'âme et donc le fait que l'âme se transfère d'un homme vers un animal, voire même vers des végétaux, eh bien forcément, on ne traite pas l'animal de la même manière à partir du moment où on considère que ça peut être l'âme d'un ami ou de la famille qui est dedans. Donc, on a cette théorie de l'Antiquité, et puis, couche supplémentaire, l'héritage judéo-chrétien, où il y a l'exceptionnalisme de l'être humain, de l'homme qui est réaffirmé, et donc une véritable coupure ontologique entre l'homme et les animaux. À partir du moment où les deux sont de nature différente, que l'homme prime, la question animale n'est absolument pas traitée. Les animaux n'ont pas d'âme. Bon, au début du christianisme, les femmes non plus, mais bon, vu qu'elles parlent, elles ont réussi à obtenir une âme avant les animaux. Mais on a, jusqu'au XXe siècle, absolument aucune prise de conscience de la question animale. Il faut attendre Derrida pour
que l'on parle du crime contre l'animal en tant que tel, pour l'animal, hein, pas les animaux, hein, l'animal avec un A majuscule, l'animal qui n'existe que sous la forme des animaux que l'on mange et que l'on exploite pour se nourrir, et aussi dans certains cas, et j'y reviendrai parce que là on parle de l'élevage, mais il y a tous ces animaux que l'on maltraite pour le plaisir de quelques-uns. Et donc sans aucune finalité même nutritive, même si on sait qu'aujourd'hui, on n'a plus besoin de ces protéines carnées pour assurer la survie de l'humanité. Donc, on le voit, manger de la viande, c'est quelque chose qui vient du néolithique. Donc, c'est une tradition plurimillénaire et il est évident que c'est compliqué de changer des habitudes plurimillénaires, et c'est d'autant plus compliqué que toute la société est organisée pour nous faire continuer à traiter les animaux de cette manière-là. Donc, si on veut réduire sa consommation de protéines carnées, parce que je ne vais pas vous mentir, hein, je ne suis pas un végane, je ne suis pas un végétarien, mais l'important c'est d'essayer, c'est de tendre vers une modification de la société, et on nous met des bâtons dans les roues. Ne pas manger de viande, c'est se priver de tous les produits transformés qui peuvent permettre à des gens qui n'ont pas le temps de manger le soir en rentrant chez eux, etc. On a toute une société qui organise systématiquement le fait que l'on tombe dans les bras de l'industrie agroalimentaire qui a les pratiques que l'on vient de décrire. Et si c'est le modèle industriel, en fait, qui, aujourd'hui, est ce que nous devons combattre. C'est ce modèle industriel qui est né dans les abattoirs de Chicago en 1865 qu'il faut abattre. Hein, les abattoirs de Chicago, ils sont créés en 1865. Dès 1867, ce sont 2 millions de tonnes de viande qui sont abattues, et en 1890, 14 millions. C'est donc une envolée extraordinaire de cette industrialisation de l'abattage, et on va dire symbole absolu de ce systématisme et de cette industrialisation de l'abattage du bétail, c'est que Henry Ford explique que c'est en regardant le fonctionnement des abattoirs qu'il a eu l'idée de l'organisation de sa chaîne de montage. C'est-à-dire que le Fordisme, symbole absolu du capitalisme, symbole absolu de l'industrialisation, et on va le voir aussi, de la soumission de l'ouvrier à la machine, ce sont les abattoirs. Et donc tous ces abattoirs aujourd'hui, ce qu'ils provoquent, c'est de la souffrance pour les animaux et de la souffrance pour le personnel qui y opère. C'est-à-dire que tout le monde souffre dans cette situation, et comme en plus la qualité de la viande, évidemment, se détériore parce que, on l'a dit, on utilise des antibiotiques, parce que on utilise des hormones, etc., etc., la santé même du consommateur se dégrade. C'est-à-dire que tout le monde est perdant, sauf les capitalistes, les acteurs de ce système pourri. Donc là, on voit bien que on a le système qu'il faut abattre. Parce que l'industrialisation, qu'est-ce que ça permet également? Ça permet d'éloigner des yeux et des consciences ces massacres dans des conditions terrifiantes. Parce que si nous n'avons pas des personnes qui témoignent, des lanceurs d'alerte, personne ne sait ce qui se passe dans ces abattoirs. Tout ça, c'est éloigné des yeux et des consciences. Et on parlait de Chicago. Aux États-Unis, 50% des enfants des classes moyennes ne font pas le lien entre un hamburger et l'animal qui a fourni la viande pour l'hamburger. Donc, l'industrialisation poussée à son extrême, c'est tout simplement la fin de la conscience même de ce que l'on mange
la fin de la conscience même des souffrances produites sur les animaux pour fournir la viande nécessaire au hamburger. Donc, c'est ce système industriel qu'il faut détruire. Parce que ce système industriel, au-delà même de la souffrance qu'il procure pour les animaux, pour les personnels, de la mauvaise qualité de la viande qu'il procure pour les usagers, pour les consommateurs, c'est un système qui n'est pas soutenable environnementalement parlant. Tout simplement parce qu'aujourd'hui, on utilise plus de protéines végétales pour nourrir le bétail que les protéines animales nourrissent les êtres humains. C'est-à-dire qu'on gaspille des protéines végétales pour nourrir du bétail, alors que si l'on utilisait ces protéines végétales pour nourrir les êtres humains, on pourrait nourrir plus d'êtres humains et avec un bilan carbone qui serait positif, parce qu'aujourd'hui, le bétail est une des principales causes de l'émission des gaz à effet de serre et donc du réchauffement climatique. Donc, clairement, on a là une rupture précise qui fait que l'élevage, le modèle industriel, mène à la destruction de l'humanité et à la mise en cause de l'existence même de l'écosystème nécessaire à la vie humaine sur Terre. Et c'est là que l'on voit que l'harmonie nécessaire entre les hommes, les animaux, la nature, qui conditionne l'existence de cet écosystème humain, qui conditionne le fait même que l'humanité pourra continuer à vivre, eh bien tout cela est menacé, tout cela mène à sa perte. Donc, on voit bien que nous sommes tous embarqués dans le même bateau, sur la même planète en l'occurrence, et qui est en train d'être mise en péril. Donc là, c'était pour voir que, en fait, cet intérêt général humain à préserver l'écosystème, par le biais de ce qu'à la France Insoumise on appelle la règle verte, c'est l'idée de ne pas prélever plus sur la planète que ce que la planète régénère elle-même. Et vous avez vu que la France a dépassé son jour du dépassement il y a maintenant quasiment un mois. C'est-à-dire qu'en 4 mois, nous avons dépensé ce que la France peut générer en 12. Donc on voit bien que tout notre système productiviste ne fonctionne pas et l'élevage en fait évidemment partie. L'élevage industriel tel qu'il est organisé. Et une fois qu'on a vu ça, qu'on a vu que on a cette nécessité absolue d'agir et de rompre avec ça, il faut. Mais non, déjà avant, ce qu'on peut rappeler, c'est que on a dit, l'être humain se positionne au-dessus des animaux, et après, évidemment, l'être humain organise une classification des animaux, où le chat et le chien vont être supérieurs au bœuf et au cochon, parce que autant on est scandalisé à votre récit de ce qui se passe dans les abattoirs. Imaginez si l'on parlait d'abattoirs de chiens ou de chats, cela ne viendrait pas à l'esprit. Donc on a donc cette hiérarchie, et cette hiérarchie, elle conduit à d'autres formes de maltraitance que celle des abattoirs. Typiquement, par exemple, sur la chasse à courre. Si aujourd'hui on a ce maintien de cette pratique barbare, c'est parce que on considère que le cerf est un animal noble et les plus beaux d'entre eux, les meilleurs spécimens, ce sont eux que l'on va chasser, parce que avoir des bois de cerf affichés dans son salon, quand en plus c'est nous qui l'avons abattu, cela est une preuve de virilité, oui, si on veut. Et donc, on voit donc que la chasse à courre, j'en parle un peu parce que j'ai déposé une proposition de loi pour son abolition, parce que la réalité, c'est que la France est un des derniers pays à pratiquer cette chasse à courre, qui est une pratique totalement barbare, inhumaine. C'est
pour chasser le gibier jusqu'à son épuisement le plus total et l'achever en l'égorgeant à coups de couteau. Voilà, hein, c'est ça la logique. C'est évidemment les plus beaux spécimens qui sont pourchassés, hein, en raison de ce que je disais tout à l'heure. Et donc ça entraîne évidemment un dépérissement de l'espèce, hein, parce que ce sont les meilleurs reproducteurs également. Et tout ça pour le plaisir de 0,01% des 1,2 million de chasseurs dans ce pays. Évidemment, les plus riches, parce que garder un équipage de chasse à courre, c'est plus de 150 000 € par an. Donc on voit bien que tout le monde ne peut pas se le payer. Donc c'est un sport d'élite, de l'élite et de l'oligarchie. Et surtout, la plupart des pays européens l'ayant interdit, tous les chasseurs d'Europe viennent en France et c'est pour le président Macron un objectif de développement, hein, de développer le tourisme synégétique, c'est-à-dire de faire de la France le terrain de chasse de toute l'Europe. Et on a donc là un président qui est totalement sous l'influence du lobby de la chasse. Hein, donc non, il n'abolira pas la chasse à courre. Oui, on recrée les chasses présidentielles à Chambord, on déroge à la réglementation européenne sur la chasse des oies cendrées, hein, qui sont une espèce en voie de disparition, qui sont protégées, donc on élargit leur durée de chasse, on diminue par 2 le prix du permis de chasse. Bref, on a un président qui n'en a rien à faire de la question animale. On l'a vu avec la chasse, on l'a vu dimanche avec ce qu'a fait la majorité sur la loi alimentation. Donc je vais revenir là-dessus. Hein. Donc clairement, on a commencé le débat de la loi alimentation lundi en 8, et ils nous ont fait siéger matin, midi et nuit, 7 jours sur 7, avec un temps législatif programmé, hein, c'est-à-dire que chaque groupe a un nombre de minutes de temps de parole, et après c'est fini, hein, donc tous les groupes n'ont pas le temps de défendre tous leurs amendements, hein, c'est très démocratique. Le groupe de la France Insoumise avait 3h30 de temps de parole pour discuter sur plus de la centaine d'amendements que nous avions déposés sur ce projet de loi alimentation. Je ne vais pas revenir sur le projet de loi en lui-même, juste sur l'article 13, qui était l'article qui portait sur la condition animale. Et cet article 13, il est arrivé au débat dimanche soir à 21h. Voilà, donc c'est-à-dire au bout de 6 jours ininterrompus de discussion, un dimanche à 21h, c'est évidemment le moment où tout le monde regarde ce qui se passe à l'Assemblée nationale et le plus médiatique. Donc, on a là un article 13 qui est vide, qui n'apporte rien, et qui est juste l'occasion de déposer des amendements pour essayer d'améliorer les choses. Donc, L214 avait mis très fortement la pression sur la question de l'élevage des poules en cage, avec notamment, ce qui a été très médiatique, l'intervention de Sophie Marceau. Et donc, la pression était maximale sur le gouvernement sur cette question de l'élevage des poules en cage. Hein. Décrire l'élevage des poules en cage, c'est décrire l'abattage dans les abattoirs. Hein. Ce sont des poules qui ne vivent que dans une cage, qui ne sont jamais sorties de leur cage depuis leur naissance, qui, de par les conditions de leur captivité, ont perdu tout le comportement habituel d'un gallinacé, c'est-à-dire le fait de picorer, là ils ne peuvent pas picorer, ils sont sur une dalle de béton, le fait de s'ébrouer, de battre des ailes impensables parce que elles sont serrées les unes contre les autres. Les os sont fracturés parce que décalcification. Bref, c'est une horreur absolue. Hein. Elles se picorent les unes les autres parce qu'elles n'ont rien d'autre à faire. Donc on en vient à leur couper le bec. Enfin bref, c'est une horreur absolue. Il y avait des amendements pour interdire ces élevages de poules en cage. Et La République En Marche a fait un amendement révolutionnaire pour interdire la construction de nouveaux élevages de poules en cage. C'est celui-là qui a été évidemment adopté. Tous ceux, dont ceux de la France Insoumise, qui prônaient l'interdiction
de ces élevages, avec une date. Hein, je crois qu'on avait dit 2020 ou 2022 pour en finir avec ces élevages, ont été rejetés. On le sait aujourd'hui, la filière ne construit plus d'élevage de poules en cage parce que les consommateurs ne les achètent plus. Le seul moyen aujourd'hui pour les élevages d'écouler leur stock d'œufs, c'est de les vendre dans les produits transformés. C'est-à-dire quand vous achetez un biscuit, eh bien, vous n'allez pas regarder si les œufs ils viennent d'un élevage en plein air, d'un élevage bio ou d'un élevage en cage. C'est le seul moyen aujourd'hui pour la filière de vendre ses œufs. Donc évidemment, ils n'en créeront pas. Donc c'est un amendement qui ne change rien, qui a même l'aval du président de la filière. Les Républicains ont même demandé une suspension d'audience pour bien vérifier que le président de la filière était d'accord avec cet amendement et que ça ne mettait pas en péril la filière ovine, la filière des œufs en péril. Donc ça, c'était vraiment l'acmé du débat parce que c'était de la mauvaise foi absolue. C'était de la mauvaise foi absolue. Et alors même que l'Allemagne a mis une date pour la fin de ces élevages en batterie, la France n'a rien fait. Mais parce que en 2012, quand la Commission européenne a dit ou vous augmentez la taille des cages ou vous faites du plein air, l'Allemagne a fait le choix du plein air quand la France a fait le choix d'agrandir les cages. C'était une erreur majeure de la filière parce que la filière pensait qu'on pourrait continuer avec les cages, sauf que les consommateurs n'ont pas accepté. Et donc aujourd'hui, l'Allemagne est à plus de 70%, donc 90% d'élevage de plein air. La France est à environ 50%. Donc évidemment, les enjeux ne sont pas les mêmes. Et donc, on voit donc que les filières ne pensent pas à l'intérêt des animaux, ils pensent à leur intérêt économique, comme cela a été démontré. Et l'argument du rapporteur pendant ce débat, ça a toujours été de dire « faisons confiance à la filière ». Faisons confiance à la filière, les éleveurs aiment leurs bêtes, les éleveurs ne le feront pas souffrir leurs bêtes, tous vos amendements ne servent à rien parce que de toute manière, les éleveurs savent ce qu'ils font et il faut faire confiance à la filière parce que vous vous rendez compte, la filière de cuniculture, hein, ceux qui élèvent les lapins, ils sont au bord de la faillite, donc si vous interdisez les élevages de lapins en cage, ça va tuer la filière. Bon, bah, si ça tue la filière, c'est qu'à un moment donné, la filière elle a un problème. Ou alors, il faut en finir avec le capitalisme et la règle de la concurrence. On ne peut pas d'un côté nous dire c'est de la concurrence libre et non faussée, et de l'autre côté, les lapins, il faut sauver la filière de lapins en enfermant les lapins. Hein, et ce qui est d'ailleurs le terrible, c'est sur les lapins. Le rapporteur nous a quand même expliqué que la filière n'avait pas respecté les règles imposées par l'Union européenne dans les années 2000. Non, ça c'était sur la codectomie. La codectomie des cochons. Vous savez, le fait de couper la queue des cochons vifs parce qu'ils se la mordillent dans les élevages, parce qu'ils sont dans des cases fermées avec que du béton, et donc un cochon, ça a besoin de jouer. Ça a besoin de jouer avec de la sciure, ça a besoin de jouer avec du bois, etc. Hein, c'est ce qu'on appelle un environnement enrichi pour le cochon, et c'est ce que la Commission européenne avait demandé. Et la filière l'a pas fait. Au mieux, ils ont donné quelques chaînes aux cochons pour qu'ils puissent jouer avec ses propres fers. Hein, c'est merveilleux. Et les cochons, la seule chose qu'ils trouvent à faire pour jouer, c'est de mordre la queue du copain. Donc, on leur coupe la queue, on leur lime les dents à la meuleuse, et évidemment, on les émascule vifs, sans les endormir, parce que dans 5% des cas, cela peut produire une mauvaise odeur à la cuisson de la viande. Voilà, dans 5% des cas. Et en plus, dans ces 5% des cas, c'est pas forcément détecté par tous les consommateurs, cette mauvaise odeur. Mais en plus, dans les abattoirs, on sait qu'on peut détecter les carcasses qui sentent mauvais et donc les éliminer à ce moment-là. On n'est pas obligé de faire subir cela à tous les cochons. Donc, vous voyez, là, on parle de mode d'élevage qui modifie le comportement des animaux et qui entraîne leur maltraitance par les éleveurs.
C'est parce que le cochon est enfermé dans ces conditions qu'il mord la queue de son voisin, et c'est pour ça qu'on coupe la queue du cochon. Donc vous voyez le cercle vicieux de l'élevage industriel. Et tous ces amendements ont été balayés au nom de l'intérêt de la filière. Tous. On a dû se retrouver à 5 députés contre 60 à chaque fois. Et le plus horrible, c'est la question des poussins broyés vivants. Quand on pense qu'on parle de dizaines de millions, 30 millions de poussins par an en France qui naissent, et parce que ce sont des mâles et qu'ils ne vont pas pondre d'œufs, ils seront sur un tapis roulant et hop, broyés. Et à l'inverse, c'est les canettes femelles qui sont broyées parce qu'on a besoin de canards. Donc vous voyez, on est sur des choses qui le bon sens voudrait qu'on légifère. Le bon sens voudrait qu'on en finisse avec ces pratiques, mais non, rien n'est fait. Rien n'est fait, et pourtant, je vais conclure là-dessus. On parle de 60 milliards d'animaux par an qui sont abattus, d'animaux terrestres par an, et 1000 milliards de poissons ou d'animaux maritimes qui sont pêchés tous les ans et qui sont donc tués. Donc vous voyez, on est sur quelque chose de terrible, quelque chose de massif, et on a besoin, je reviens là-dessus et je conclurai là-dessus, on a besoin pour la préservation de l'espèce humaine, pour la préservation de l'écosystème humain, on a besoin de rompre avec ce modèle et avec ces méthodes d'élevage, de maltraitance animale dans tous les domaines. Et on pourrait évoquer, peut-être qu'on le fera au moment des questions, les expérimentations sur les animaux aussi, où la France, comme d'habitude, ne respecte même pas les directives européennes qui sont pourtant encore bien trop lâches. Merci à vous. Alors, plusieurs choses. Réduire, stopper. L'objectif, c'est stopper. Bien sûr. La question est, au vu de l'emprise culturelle, idéologique de la consommation de viande dans notre pays, la première étape, c'est réduire. Voilà. Donc je ne vais pas dire de combien il faut réduire, parce que l'objectif, c'est d'en finir avec la consommation de protéines carnées, c'est évident. Après, c'est un processus et il faut essayer d'aller de plus en plus vite. Mais ça ne se fera pas par la contrainte. Ça se fera par des mesures, c'est-à-dire une alternative végétarienne ou végane dans la restauration collective tous les jours. Une alternative de qualité dans les restaurants. Parce qu'aujourd'hui, quand on va au restaurant, le plat végétarien, s'il existe, une fois qu'on l'a mangé une fois, on n'a plus le choix. Donc voilà, non mais c'est des mesures comme ça qu'il faut commencer à prendre, et ça va permettre de réformer l'élevage. Parce qu'il faut réformer l'élevage en attendant une éventuelle abolition de l'élevage, il faut le réformer. Il faut en finir avec les abattoirs, il faut tenter l'expérimentation de l'abattage dans les fermes, parce que ça responsabilise, parce que ça recrée malgré tout un lien entre l'éleveur et la bête. Il faut en finir avec le productivisme, c'est-à-dire qu'il faut en finir avec les cadences et les objectifs de produire X veaux, X vaches dans... voilà, il faut en finir avec les cadences qui ont été dénoncées dans les abattoirs, parce que évidemment, à la fin, c'est du travail bâclé et c'est de la souffrance pour les animaux, en plus de la souffrance pour les travailleurs. Donc, il faut imposer un vrai contrôle vétérinaire
à toutes les étapes de l'abattage, oui, du début à la fin, un vrai contrôle vétérinaire avec des vétérinaires qui ne sont pas payés par l'abattoir, hein, parce que la logique de pression, elle existe, donc il faut des vétérinaires indépendants. C'est ça sur les questions d'élevage qui vont déjà nous permettre, on va dire, un meilleur bien-être animal. J'ai pas abordé la question des animaux de rue parce que c'était pas la thématique, mais clairement, aujourd'hui, la loi permet aux maires d'organiser la stérilisation des chats de rue plutôt que le fait de les mettre dans des foyers où à la fin ils seront euthanasiés. Oui, non, mais je vous dis, la loi aujourd'hui, elle dit peu. La loi, elle devra dire doit le faire. C'est-à-dire qu'il faut imposer ces campagnes de stérilisation aux maires. Il ne faut pas leur laisser le choix. Il faut mettre en place des refuges payés par l'État. Parce que de toute manière, on parlait de biodiversité, mais le fait qu'il y ait énormément de chats dans les rues, ça contribue aussi au fait qu'il y ait moins d'oiseaux dans les champs parce que les chats, ben voilà, c'est leur nature. Ce sont des prédateurs et quand ils voient un oiseau, c'est normal. C'est normal. Donc, c'est aussi aider la biodiversité que mener ces politiques. Tout se tient. On est obligé de prendre les problèmes dans leur globalité. Sur le statut des animaux, aujourd'hui, on a une loi en France qui dit, c'est quoi le terme exact que je le retrouve? Ce sont des êtres sensibles, des êtres vivants doués de sensibilité. C'est un joli euphémisme. Il faut évidemment aller plus loin. Pourquoi ne pas penser à ce qu'a fait la Belgique, hein, enfin la Wallonie plutôt, avec une vraie charte des différents droits des animaux qui vise donc à améliorer la condition. Hein. C'est une charte qui est assez complète, qui n'est pas parfaite, hein, bien évidemment, mais qui est déjà un élément supplémentaire dans une reconnaissance juridique plus importante du statut des animaux. Donc, vous voyez, quand on dit globaliser le débat, pour moi, c'est vraiment montrer que si on tire un maillon de la chaîne, toutes les questions qui concernent les animaux sont liées et que on a une idéologie dominante qu'il faut combattre et que c'est un combat culturel. C'est un combat culturel pour convaincre les consciences, pour convaincre qu'on doit modifier nos façons d'être. De la même manière que on a eu des combats au XXe siècle sur les questions dès qu'on combat pour gagner des droits nouveaux, c'est un combat culturel. On se heurte à un pouvoir conservateur qui, au nom des traditions, dit que rien n'est possible et qu'il ne faut pas changer les choses. Voilà. Et donc tout ça, c'est du travail de conviction. Ce n'est pas en interdisant aux gens de manger de la viande qu'on y arrivera. Hein, les Américains ont essayé d'interdire de consommer de l'alcool pendant la prohibition, ça n'a pas fonctionné. C'est un travail culturel de tous les jours qui doit nous permettre d'avancer petit peu par petit peu, mais au plus vite que l'on puisse faire. Au début, quand on arrive, hein, normalement, c'est toujours par agence intérim ou quelqu'un qui connaît quelqu'un, mais ça c'est exceptionnel. Normalement, c'est des gens qui arrivent par agence intérim. La majorité, voilà, pour pas dire tous, c'est des gens en échec scolaire. Et aujourd'hui, la majorité, c'est même des étrangers. Il y a trop peu de Français qui vont demander de travailler dans un abattoir, trop peu.
Et puis, la pression qu'on met déjà, non seulement la hiérarchie, sinon déjà même les collègues mais anciens. C'est des anciens qui ne sont pas des chefs, mais c'est comme des chefs, sont considérés comme des chefs. C'est les plus expérimentés, c'est eux qui connaissent tous les postes, c'est eux qui quand il manque quelqu'un, ils vont faire le travail de 2 personnes même. Et c'est eux qui ont aimé la pression depuis le début, quoi. Et moi, je le répétais encore, je le répète encore. Et l'harcèlement, le mépris, ferme ta gueule, baisse, oh. D'accord. Chaque fois que vous voyez quelque chose que vous n'êtes pas d'accord, si vous râlez ou vous dites quelque chose, c'est toujours la même réponse. Tu t'apprends pour qui, toi? Tu viens d'arriver, tu n'es même pas français, toi. Alors, baisse ta tête, hein, ferme ta gueule et fais ton boulot. Si tu n'es pas content, dégage. Direct, mais direct. Alors ça, voilà, il faut mettre la pression et ils vont vous intimider et voilà, quoi. Et si vous n'êtes pas content, dégage. Quand je disais des alternatives végétariennes dans les cantines, parce que en éduquant les enfants dès leur plus jeune âge à manger différemment, eh bien, c'est toute la société qu'on entraîne. Parce que les enfants, ils ont aussi un comportement un peu prescriptif vis-à-vis des parents. S'ils disent « Ah bah à la cantine, j'ai mangé ça, c'est très bon », ben, ils vont demander à leurs parents d'en préparer à la maison. Et donc, ça entraîne aussi toute la société et la modification de tout. Quand on a été capable d'inscrire il faut consommer 7 fruits frais tous les jours, etc. Hein, on est capable, quand il y a une publicité pour les bonbons ou pour les barres chocolatées, d'écrire ça. Alors qu'on doit être capable d'écrire l'abus de protéines carnées est mauvais pour la santé, voire même pour l'environnement. Enfin, bien sûr que c'est faisable. C'est juste qu'il n'y a pas de volonté politique aujourd'hui parce que on l'a vu lors de la discussion de la loi agriculture, le pouvoir politique qui est au pouvoir aujourd'hui, le gouvernement, est dans la main des lobbies. Et les lobbies ont intérêt, et je reviens à ce que disait Mauricio, ont intérêt à ce que ça fonctionne de cette manière-là. Donc on a là des intérêts capitalistes qui sont totalement, des intérêts de cette oligarchie qui nous gouverne, qui sont en contradiction avec les intérêts de la population et avec les intérêts des animaux. Et c'est en s'attaquant à ce système qu'on arrivera c'est en coupant l'influence des lobbies qu'on arrivera à changer les choses et à avoir un pouvoir politique qui assume de rompre avec ces lobbies, de rompre avec cette politique en effet, ça y est, on arrive quand même aujourd'hui à faire admettre que consommer du lait au-delà de 4-5 ans, le corps humain n'est plus capable de l'assimiler, donc c'est pas vraiment utile en fait, et qu'on pourrait réduire drastiquement la production de lait dans ce pays. Ça permettrait de sortir ces pauvres vaches des batteries où elles sont enchaînées à leur treilleuse pour. Voilà. On y arrive un petit peu, mais d'ailleurs qui a fait inscrire qui a fait dans les années 50 inscrire le fait qu'il fallait donner du lait aux gamins des écoles à 10h et à 4h. Le lobby laitier, évidemment. Donc, vous voyez, c'est tout ça qui matrice notre société. Donc, toutes nos pratiques sont matricées par ce lobby qui a ses entrées à l'Élysée, à Matignon et au ministère de l'Agriculture. Donc, c'est en coupant ça, en rompant ça, en changeant nos pratiques, et c'est clair que le pouvoir politique a la capacité de le faire. La seule chose, c'est qu'il faut juste avoir en place un pouvoir politique qui est prêt à rompre et à dire, voilà, maintenant il y a on peut manger végétarien à la cantine. C'est pas dramatique, c'est pas pour autant que les enfants seront moins intelligents à l'arrivée. Vous avez sûrement vu, même l'association 30 millions d'amis s'est offusquée entre les Marseillais qui mettent des poissons vivants dans du bain moussant,
qui vont pêcher le requin pour s'amuser, ou ceux sur une île là qui jouent avec un caïman. À nouveau, les Marseillais qui vont domestiquer un kangourou alors que la loi australienne interdit la domestication des kangourous. On a donc clairement des émissions de télé qui sont vues par des millions de personnes, qui sont prescriptives d'un comportement et qui banalisent la souffrance animale, qui banalisent le fait que, ben oui, on peut se moquer des animaux, on peut utiliser les animaux pour notre plaisir sans penser à leur bien-être. Donc évidemment, oui, j'ai demandé à la ministre en charge de l'audiovisuel quelles mesures elle comptait prendre pour agir sur ces questions-là. Hein. Bon, alors vous allez dire c'est pas grand-chose parce qu'évidemment elle va rien répondre. Oui, en effet. Mais bon, après c'est le lot des députés de l'opposition que d'avoir peu de pouvoir et d'essayer de faire avec le peu de pouvoir qu'ils ont et faire ce type de questions. Ça permet au moins de médiatiser un peu plus ce genre de problème et essayer de conscientiser l'ensemble des personnes qui regardent ces émissions sur le fait qu'en fait on a clairement un vrai problème là. Mais on l'a pas évoqué, mais sur la question de l'expérimentation animale, on a aujourd'hui une directive européenne qui est mal appliquée par la France, qui continue à laisser faire toutes sortes d'expérimentations. Tant sur les singes que sur l'autre. Enfin, il y a des choses. On organise l'immigration illégale de singes depuis l'île Maurice pour des expérimentations animales en France. Et c'est fait alors en dépit de tous les traités signés par la France, etc. Et la France laisse faire. Donc on a vraiment là des progrès encore à faire parce qu'on sait aujourd'hui qu'il y a des alternatives à l'expérimentation animale et on sait très bien en plus que non, désolé, hein, le corps humain va pas réagir comme le corps d'une souris à un traitement anticancéreux. Donc tout cela est fait en dépit du bon sens. Et là aussi, c'est quelque chose qui pourrait changer notre vision des animaux. Après, on a des scandales qui sortent et qui aident. Hein, quand on voit que les Allemands ont enfermé des singes dans une chambre à gaz diesel pour voir les effets du gaz diesel sur les singes, bon, ça a provoqué un scandale. Mais on ne peut pas avancer de scandale en scandale. Et on ne peut pas se contenter d'avancer de scandale en scandale, il faut agir. Donc là, on est en train de réfléchir à une commission d'enquête sur l'application de cette directive européenne par la France, pour voir si la France fait tout ce qu'elle devrait faire ou pourrait faire pour avancer sur ces questions-là également. Ça ne sert à rien du tout. Investir des millions. Hein, vous savez combien ça coûte mettre des caméras de surveillance là, dans tous les abattoirs? L'argent qu'il faut mettre là-dedans. Ce qu'il faut faire, c'est déjà que les services vétérinaires soient là, en amont, hein, quand on décharge les camions, que les installations sont améliorées, baisser les cadences. Et comme ça, les ouvriers, ils pourront faire correctement, mieux traiter les animaux. D'accord? C'est pas parce qu'on va mettre des caméras qu'on va solutionner quoi que ce soit. Il faut tout changer, les outils, les installations et le service vétérinaire qui soit là. Des gens des professionnels qui s'inquiètent pour le bien-être animal. Et surtout baisser les cadences, descendre les cadences. Et voilà. Les caméras, ça sert à rien. Sur les lobbies. Alors, je vais avoir un peu du mal à vous répondre parce que le courrier des lobbies ne m'arrive jamais. Hein, il est filtré avant, il part à la poubelle tout de suite. De même que les invitations à leur cocktail ou à leur dîner.
Voilà, donc ça, je sais pas. Mais je sais que la poubelle est pleine le soir. Donc il y en a beaucoup. Ensuite, le lobby animaliste, il est pas si mal mauvais que ça. Hein. Enfin, ça spamme bien les boîtes mail aussi. Hein. Clairement. Après, ça offre peut-être moins de champagne, de caviar, de foie gras et de langoustine, mais et plus de gâteaux véganes. Mais non, enfin, blague à part. Blague à part, clairement, les lobbies sont très présents, sont très puissants. Enfin, franchement, quand on voit un groupe parlementaire demander 2 minutes de suspension d'audience pour s'assurer que le président de la filière est d'accord avec l'amendement qui est en débat, c'est effrayant. C'est clairement effrayant. Donc, les lobbies sont très puissants et honnêtement, enfin, ce n'est pas avec un travail de lobby qu'on s'opposera au travail de lobby d'en face, parce qu'ils ont des moyens que nous n'aurons jamais. Voilà, Nestlé, c'est des milliards et des milliards et des millions qu'ils sont prêts à mettre dans le lobbying. Voilà. Donc, ce n'est pas par du lobbying qu'on arrivera à convaincre, c'est en élisant des députés ou autres qui seront prêts à résister au lobby, parce que sinon, clairement, ce n'est pas en faisant du lobbying qu'on arrivera à changer les choses. Voilà. Parce que ou alors on met des millions et des millions sur la table, mais dans ces cas-là, si on met ces millions et ces millions, c'est-à-dire qu'on a pris le pouvoir à un moment donné. Je vais revenir sur l'intervention sur la question de changer le système. C'est évident, c'est ce que je disais quand avec l'industrialisation et la recherche absolue de profit, forcément les animaux sont traités comme des marchandises. Alors évidemment, si on reste dans le cadre global où on a l'oligarchie qui domine, où on a la Ve République qui dit la démocratie c'est une fois tous les 5 ans et après les citoyens ne font rien, clairement on n'y arrivera pas. Même si on élit Jean-Luc Mélenchon comme président de la République. On est clairement dans la logique où on a besoin d'une révolution. Évidemment. Cette révolution, elle doit être institutionnelle, c'est-à-dire le passage à la Sixième République. Elle doit remettre en question le modèle économique, où la logique du profit et où la seule valeur est l'argent. C'est ça le principe d'une révolution. C'est un changement économique, c'est un changement institutionnel, c'est un changement culturel. C'est ça le principe de la révolution citoyenne et de la Sixième République que la France insoumise promeut. Et c'est dans ce cadre-là, avec l'implication de tous les citoyens à tous les moments, qu'on peut arriver à entraîner une modification tant des pratiques que des modes de vie. Et c'est plus facile, évidemment, d'intégrer les questions de droits humains quand on réforme une constitution et que tout le pays réfléchit à cette constitution, et donc à la place que l'on met pour les animaux dans cette constitution, que si on n'en parle pas. Donc clairement, on change de système, mais un système économique, un système politique et un système culturel. Et cela se fait le jour où le peuple, dans son ensemble, se saisit de ces questions et remet à plat le modèle dans lequel nous vivons actuellement. Alors, c'est ça qu'on propose, hein, c'est ça qui, j'invente rien, c'est le programme de la France insoumise. Mais je pense que c'est un des moyens pour avancer dans cette solution. Après, sur la question du budget européen, c'est clairement d'envoyer un maximum de députés de la France insoumise au Parlement européen et de nos alliés européens pour arriver à constituer un groupe puissant qui pourra agir sur ces questions-là.
Il n'y a pas d'autre solution dans le cadre des traités actuels. Après, si on prend le pouvoir et qu'on a remis le modèle à plat, on pourra discuter des traités européens et dans ces cas-là, voir un peu plus en détail. Sur la question du livret, aujourd'hui, il y a 40 livrets qui ont été conçus pendant l'élection présidentielle. Donc, moi, je ne vais pas m'exprimer au nom du mouvement, mais de ce que j'ai compris, c'est qu'on reste sur ces 40 livrets, mais ça n'empêche pas les groupes thématiques de travailler sur des textes qui nourrissent le débat et qui, au moment où on repensera, on remettra à jour l'avenir en commun, serviront d'enrichissement parce qu'ils existeront, parce qu'ils seront publics, etc. Mais voilà, comme ce qui unit la France insoumise et ses membres, c'est le programme. Voilà, c'est un peu difficile de modifier les règles du jeu en cours de route, mais avoir des documents de travail, avancer, réfléchir pour nourrir la réflexion au moment du renouvellement de l'avenir en commun, bien évidemment. Bien sûr qu'il y a référé. Sans aucun doute. Sans aucun doute. Et moi, je pense que maintenant, il faut y aller vers l'avant. Comment on peut améliorer les choses. Parce que si on continue comme ça, si c'est rien faire, on y va droit dans le mur. Hein. Là, on peut pas continuer comme ça. Moi, quand j'ai sorti le scandale, pendant quelques temps, voilà, ils se sont sentis un petit peu secoués, et même à niveau politique, à niveau de la mairie de Limoges, mais ils ont réussi quand même à voilà, chercher des excuses, faire des travaux pour 400 000 euros, baisser un petit peu le tonnage. Mais bon, je pense que s'ils ont baissé le tonnage, c'est parce que ça baissait aussi la consommation. Et voilà, mais maintenant il faut continuer. Ce qui est fait, c'est rien si on ne continue pas. Si on s'arrête là, voilà, il faut continuer à droite, à gauche, parler aux jeunes, les faire savoir qu'est-ce qui s'y passe, comment ça se passe, et voilà quoi. Moi, pour moi, je viens de commencer maintenant, à l'instant. Pour moi, aujourd'hui, c'est comme le premier jour. Et merci de m'avoir invité, merci à vous. Merci d'avoir venu. Merci. Ça, je ne sais pas exactement. Moi, ce que je peux vous dire, c'est que jusqu'à cette semaine, ça faisait 6 mois que j'étais hébergé chez des copains. Et malheureusement, quand j'ai perdu mon travail, heureusement que le 214 avait organisé une cagnotte qui m'a aidé à payer mes dettes et à m'en sortir pendant quelques temps. Mais malheureusement, voilà, après 1 an et demi, voilà, je suis toujours au chômage, je cherche du boulot. Heureusement que la semaine dernière, j'ai trouvé un petit studio pour être chez moi, entre guillemets, et près de mes enfants surtout. Mais bon, moi je ne demande pas plus non plus pour pouvoir payer mes dettes, mes factures, et même aujourd'hui, dans le train, j'ai reçu un coup de fil, Monsieur Garcia, il faut que vous me payiez ça, ça fait 3 mois qu'on vous attend. Moi, je l'ai promis que lundi, je serai là pour payer. Et j'espère tenir ma promesse. Mais voilà, je me débrouille comme je peux. Merci encore. Je voulais remercier tous les gens qui m'ont soutenu jusqu'à présent, qui me soutiennent et qui ont fait des dons. Et merci encore. Le combat continue.